Bonsoir, bonsoir ou bonjour, chers Camerounais, chers Camerounais, chers Africains, chers citoyens du monde. Bienvenue une fois de plus au grand débat, le grand débat de ABTV qui a pour objectif d'éclairer la lanterne des concitoyens, des web auditeurs, des web téléspectateurs, des citoyens du monde sur la marche du monde. Comment marche le monde? Comment va le monde? Qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi il y a autant de tensions, des foyers de tension ci et là? Pourquoi les pays sont si mal gouvernés? Quelle est la part de responsabilité des dirigeants, chefs d'État, des gouvernants, des gouvernements, mais aussi des concitoyens? Comment élever le niveau de compréhension, le niveau de discernement, le niveau du débat? Comment élever la compréhension du citoyen à effet de faire le bon choix? Le choix qui va l'amener vers la prospérité, car la prospérité, nous ne l'avons pas. Nous n'avons pas la prospérité, on l'a promis depuis toujours. Dans les années 60, quand les Africains prennent leur indépendance, indépendance voulue, arrachée d'ailleurs, indépendance donnée de manière malicieuse par les colons à des chefs d'État impréparés, à des administrations impréparées, pas instruites. Les grandes nations savaient qu'elles gardaient la main sur les économies, sur la société africaine. Les Africains, à cette époque, avaient à peu près le même niveau de sous-développement que les pays asiatiques. Le Cameroun, dans les années 60, aidait encore la Chine, aidait la Corée. Le premier président camerounais, Amadou Ahidjo, homme au grand cœur, était un peu le grenier de beaucoup de pays africains et même des pays asiatiques. Le Gabon, la Guinée équatoriale et bien d'autres pays se nourrissaient au Cameroun. L'autosuffisance alimentaire a été le leitmotiv du développement de la sortie de l'Afrique, du Cameroun, de son état de pays sous-développé. L'autosuffisance alimentaire. Oui, le premier président camerounais en a fait en fait un cheval de bataille avec des comices agro-pastoraux, ci et là. Mais qu'est-ce qui explique que plus de 60-70 ans après, l'Afrique marque le pas, alors que les pays asiatiques sont devenus des dragons, des pays qui jouent dans la même cour que les pays occidentaux, les anciens colons. Et l'Afrique est restée en arrière. Qu'est-ce qui peut expliquer que l'Africain, aujourd'hui, est encore obligé de dépendre entièrement de l'Occident? Qu'est-ce qui peut expliquer que l'Africain, celui qui est un peu nanti, qui peut avoir le visa, qui peut voyager, vient en Occident pour faire les check-up de rien du tout? Oui, moi je vois dans mes consultations quotidiennes, ci et là, à l'hôpital ou en cabinet privé, je vois des Africains venir me consulter pour des banalités qui sont ou doivent être prises en charge dans nos pays. Je ne parle pas de ces pontes du pouvoir, des régimes qui ont fait du tourisme médical un hobby. Viennent quand ils veulent, comme ils veulent. Et alors, quand ils sont souffrants avec une maladie à peu près complexe, c'est directement les avions qui sont affrétés pour venir se soigner en Europe. Les citoyens aux revenus moyens africains de l'Afrique subsaharienne vont en Afrique du Nord, au Maroc, en Tunisie, en Algérie peut-être, voire en Égypte, ou encore, ce fut la mode pour les Camerounais, l'Afrique du Sud. Le tourisme médical, le business, en Turquie, en France, en Suisse, en Allemagne, au Canada, au UK, aux Amériques. Combien les Africains dépensent de l'argent? Des milliards et des milliards qui sont dépensés chaque année pour des personnes incapables de développer nos pays, de développer nos hôpitaux. L'hôpital africain, et notamment l'hôpital camerounais, n'a pas pour vocation de soigner. Mais on peut s'y soigner de temps en temps, au gré du hasard. Et aussi parce que la sélection naturelle voudrait que des médecins compétents en Afrique, il y en a.
il y a des médecins compétents. Ils n'ont seulement pas les moyens pour pouvoir exercer leur art. Et donc, finalement, ils ont un rendu qui est inférieur à ce qu'ils auraient s'ils exerçaient en Occident ou alors s'ils exerçaient dans des pays africains où ces conditions sont réunies. Oui, il y a des pays africains qui se débrouillent, tant bien que mal. Ce n'est jamais l'idéal comme en Occident, encore qu'en Occident, il n'y a pas d'idéal, mais on s'approche, puisque c'est quand même la référence. Il y a donc des pays qui se débrouillent tant bien que mal, mais il y a d'autres qui marquent le pas. Oui, les pays marquent le pas. Les pays de l'Afrique centrale marquent sérieusement le pas. Et le Cameroun fait partie de ces pays, ces attardés, ces derniers de la classe, qui ne veulent pas progresser, ne veulent pas mettre le malade camerounais au centre de toutes les préoccupations sociales et politiques. Oui, le malade camerounais a plus de malchance de décéder pour une maladie somme toute banale que le malade de beaucoup de pays de l'Afrique subsaharienne et notamment des pays de l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest est devenue l'Eldorado des médecins camerounais. L'Afrique de l'Ouest est devenue la terre de formation des spécialistes camerounais. Est-ce que vous entendez ce que je vous dis? Je vous dis que l'Afrique de l'Ouest, et quand je parle de l'Afrique de l'Ouest, tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, de la Côte d'Ivoire au Niger, en passant par le Sénégal, le Togo, le Bénin, le Burkina Faso, voilà les lieux de formation des spécialistes camerounais. Peuple camerounais, sachez que nous avons failli. La politique sanitaire du président Paul Biya est une catastrophe. 80% des Camerounais spécialistes que vous voyez là sont formés dans des pays qui normalement devraient être derrière le Cameroun. Oui, quand Amadou Ahidjo laisse le pouvoir à Paul Biya, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali, le Niger, le Togo, le Bénin étaient derrière le Cameroun. En termes de développement et en termes de couverture sanitaire. Jadis, il y a une vingtaine, quinzaine d'années, la Société camerounaise de cardiologie était la première société camerounaise, la première société savante africaine, Afrique subsaharienne, en dehors de l'Afrique du Sud, dans l'offre de soins en cardiologie et aussi et surtout dans l'organisation scientifique des congrès. Or, un congrès scientifique est un peu l'aboutissement, le travail, le rendu d'un travail sur une année. L'activité présentée dans un congrès scientifique témoigne du dynamisme d'un hôpital, d'un centre, d'une ville, d'un pays. Le Cameroun était donc la locomotive de l'Afrique subsaharienne. Avec à la tête de la Société panafricaine de cardiologie, un Camerounais, le professeur Wali Mouna, grand frère d'un des candidats, Akere Mouna, fils de Tandem Mouna, ancien président de l'Assemblée nationale du Cameroun. Wali Mouna était le patron de tous les cardiologues d'Afrique. C'est au Cameroun que les Africains venaient pour présenter leurs travaux à l'occasion du congrès de la Société camerounaise de cardiologie. J'arrive au Cameroun dans les années 2002, j'intègre cette Société camerounaise de cardiologie et rapidement, je suis un peu la cheville ouvrière de l'organisation des congrès, le congrès, c'est tous les 2 ans qui se tient, du congrès de la Société camerounaise de cardiologie. De place to be. Tous les Africains, expression francophone notamment, venaient au Cameroun pour présenter leurs travaux et écouter.
avec nos amis, notamment français, c'était l'événement incontournable de l'Afrique subsaharienne en termes de cardiologie. Vous aviez tout le monde. Vous aviez les patrons de tous les pays de l'Afrique subsaharienne. Gabon, Congo, les deux Congos, Côte d'Ivoire, Bénin, Sénégal, Togo, etc., etc. C'était à Yaoundé que ça se passait. Et à cette époque, moi j'ai vu, parce que j'étais, comme je vous ai dit, j'étais dans l'organisation, j'étais en charge de beaucoup de volets dans cette organisation, je voyais venir des jeunes de ma génération, génération un peu inférieure, génération un peu supérieure, qui venaient s'abreuver modestement et avec comme grand patron professeur Walid Mouna. Force est de constater que 20 ans plus tard, ceux-là qui étaient des petits dans la cardiologie africaine, francophone, subsaharienne, ceux-là qui étaient des petits sont devenus des grands. Ils ne sont pas simplement devenus des grands, mais ils sont devenus les patrons des cardiologues camerounais. Oui, aujourd'hui, vous n'organisez pas un événement au Cameroun, au Gabon, au Congo, sans inviter les patrons de ces patrons des pays de l'Afrique centrale. Leurs patrons, c'est qui? Ce ne sont plus les Occidentaux, les Français notamment, où beaucoup d'entre nous ont été formés. Les Français ne sont plus les patrons des cardiologues camerounais. Quand on dit patron, c'est celui qui t'a formé, le maître. Celui qui t'a formé, qui t'a enseigné, qui t'a appris quelque chose, est ton maître, est ton patron. C'est normal. Dans le jargon médical, c'est comme ça qu'on considère les choses. Aujourd'hui, les Camerounais ne vont plus se former en France, ou très peu. D'ailleurs, la France est dans la restriction de la formation en commençant, par exemple, à fermer des formations diplômantes du type diplôme universitaire ou diplôme interuniversitaire, DU. Et l'accès devient donc de plus en plus compliqué. Où vont donc les Camerounais aujourd'hui qui veulent se spécialiser? Ils vont, comme je vous l'ai dit, au Sénégal, au Niger, au Togo, en Côte d'Ivoire. Et donc, les patrons, et ça, je parle de la cardiologie, c'est vrai pour toutes les spécialités. Les patrons des Camerounais, donc aujourd'hui, sont sénégalais, sont ivoiriens, sont burkinabés, sont maliens, sont nigériens, sont togolais. Je n'ai rien contre mes frères, compatriotes ou africains. Mais je dis une chose, nous connaissons tous la réalité. Nous savons que les conditions d'exercice de la médecine, le niveau d'équipement dans les pays africains reste encore largement en dessous des standards internationaux. Donc, de la France, de la Suisse, du Luxembourg, du Canada et autres. Ce qui veut dire que même les nationaux de ces pays-là ont une formation qui nécessite parfois un perfectionnement qu'ils vont faire donc ailleurs. Imaginez donc des Camerounais qui se forment dans ces pays et ont donc pour référentiel ces pays. Et dans les conférences, ceux-là sont leurs patrons. Aujourd'hui donc, le Cameroun a reculé en termes de compétences. Le Cameroun a reculé. Le Cameroun a reculé parce que le Cameroun ne s'est pas donné les moyens pour rester dans la dynamique positive, pour garder l'écart avec les autres pays qui étaient derrière nous.
Pendant que ces pays ont mis les moyens et mettent les moyens, progressent, mettent en place des systèmes de formation pour former le plus d'universitaires, des agrégés. Car un agrégé, c'est normalement un leader. C'est quelqu'un qui doit mettre en place un projet qui va permettre d'augmenter la prise en charge dans son domaine. Pendant que les autres progressent, au Cameroun, on étouffe les compétences. Ceux qui sont compétents ne sont jamais ceux-là qu'on va coopter pour venir augmenter le nombre d'agrégés, de professeurs, donc des personnes qui ont des chaires. C'est pour ça que vous voyez le nombre, la densité d'universitaires agrégés camerounais est au moins 10 fois inférieure à celle en Côte d'Ivoire, au Sénégal et ailleurs. Et ça, c'est voulu par les politiques, mais aussi par les praticiens eux-mêmes, les médecins, les patrons. Car vous savez que le Camerounais est foncièrement méchant. Quand il est patron, il ne faut pas d'autres patrons. Il ne faut pas des gens qui vont venir lui voler la vedette. On va donc étouffer les jeunes dynamiques qui ont la vision et qui veulent progresser. Voilà le problème du Cameroun. Et voilà comment au Cameroun aujourd'hui, on soigne très peu les maladies complexes. Les maladies complexes, quel que soit le domaine, aujourd'hui, sont mal soignées. Les conditions d'exercice de la médecine au Cameroun sont exécrables. Très peu d'hôpitaux au Cameroun sont capables de réaliser le minimum nécessaire qu'un hôpital digne de ce nom, un hôpital public, un hôpital qui a les moyens, un hôpital universitaire qui forme les étudiants, doivent faire. Très peu d'hôpitaux ont cette capacité. Et voilà pourquoi, au Cameroun, vous avez plutôt un transfert de malades des hôpitaux publics vers les hôpitaux privés. Ce qui est une aberration. C'est l'inverse qui est juste. Un malade dans une structure privée, c'est-à-dire qu'elle appartient à un individu qui a très peu de moyens par rapport à l'État. Quand un malade a une situation compliquée, doit aller plutôt vers les centres hospitaliers, les hôpitaux de référence. Mais vous savez très bien que c'est l'inverse. Les conditions d'exercice dans les hôpitaux publics, les hôpitaux d'État, ne sont pas bonnes. Mais qu'est-ce qui explique ça? Pourquoi on assiste à ce phénomène? Mais c'est aussi, au moins en partie, à cause de nous les médecins, qui n'exigeons pas des conditions normales. Nous nous contentons du peu. Nous sommes justement le produit d'une société, une société camerounaise où les standards d'exigence ont été rabaissés à son expression la plus minimaliste. Nous ne sommes pas exigeants. Nous allons justifier notre mauvaise prise en charge par le manque d'équipement. Mais ce manque d'équipement, nous ne l'exigeons pas. Et cette exigence doit aller jusqu'à organiser des grèves. Le médecin camerounais ne sait pas ce qu'on appelle la grève. Or, la grève est inscrite dans la constitution camerounaise. Nous avons le droit de gréver. Nous avons le droit de dire que nous n'avons pas des conditions dignes. Mais non. Le médecin camerounais, il se contente parfois de plier le malade. Il accusera le manque d'équipement, oui. Mais un médecin doit se donner les moyens. Et ces moyens-là, il doit les exiger. Mais nous n'exigeons pas. Nous nous contentons parfois d'avoir des nominations, des postes de responsabilité, effectivement budgétisés. Et puis, voilà. Diminuant ainsi la compétence déjà rarissime. Le médecin camerounais est un intellectuel
qui doit jouer son rôle d'intellectuel. L'intellectuel, c'est celui qui fait avancer la société, qui critique le pouvoir, qui lui exige des moyens. Quand vous voyez que le médecin camerounais, pour se former, fait tout pour aller au Niger, parce que il sait que l'environnement dans lequel il travaille ne lui permet pas d'acquérir les connaissances nécessaires pour pouvoir exercer son art et notamment celui de spécialiste. L'exode vers l'étranger, et quel étranger? L'étranger des pays qui ont un PIB inférieur au Cameroun témoigne de la faillite d'un système. Et cette faillite-là prend des allures de complicité du corps médical avec le dysfonctionnement de la politique sanitaire du pays. Voilà pourquoi on en est à observer ou à voir, à constater des phénomènes quand même qui ne sont pas louables. Nous allons donc observer des phénomènes comme celui-ci. Phénomènes comme celui-ci. Allons-y, je vais vous faire écouter une vidéo. Elle est où? Elle est où la vidéo? Est-ce que c'est elle ici? Je ne sais pas pourquoi. En écologie, Ayang Luc, le président du Conseil économique et social, est décédé hier mardi dans un hôpital de Bruxelles, en Belgique. Âgé de 78 ans, il fut également Premier ministre de la République unie du Cameroun d'août 1983 à janvier 1984. Ses collaborateurs gardent de lui le souvenir d'un manager dévoué et rigoureux. Plus de précisions dans ce reportage de Rodin Gassi et Aïe Cyril. Au siège du Conseil économique et social à Yaoundé, le bureau du président est désormais scellé. Plus aucune entrée n'y est possible. Le patron des lieux, Ayang Luc, est décédé dans l'après-midi du mardi 14 octobre 2025 à Bruxelles, en Belgique. Nous étions en contact avec l'hôpital soignant, les cliniques universitaires Saint-Luc de Bruxelles. Nous avons appris que sa situation s'est dégradée en début d'après-midi hier et pour que dans les 16 heures, il rende l'âme. La nouvelle du décès du président du Conseil économique et social a plongé ses collaborateurs dans l'émoi et la consternation. Ce d'autant que malgré la quarantaine d'années passées au poste qu'il occupe depuis 1984, il n'avait pas présenté des signes de fébrilité. Le malaise qui emporte Ayang Luc s'est déclenché au moment d'effectuer le déplacement de Marois afin d'assister au meeting de campagne du président Paul Biya. Tout le temps que nous avons été ensemble, il était rarement malade. Nous l'avons accompagné à l'aéroport pour aller à Marois. Il était sur ses pieds. Il a eu le malaise avant l'arrivée du chef d'État, sinon il avait déjà une prise en charge à l'hôpital de référence de Marois qui a permis de le maintenir jusqu'à 5 jours après son entrée dans le coma. Après 41 ans à la tête du Conseil économique et social, Ayang Luc laisse derrière lui l'image d'un manager dévoué et rigoureux. Un souvenir d'un républicain qui avait froid en le Cameroun. C'est quelqu'un qui était extrêmement patient, discret,
mais très efficace dans les propositions qu'il adressait au gouvernement. De l'avis de ses collaborateurs, l'amélioration du cadre de travail de son personnel constituait l'un des vœux les plus chers de Hayang Luc. À 78 ans, il quitte la scène quelques mois après l'inauguration de l'immeuble siège du Conseil économique et social, dont les travaux vont durer près de 20 ans pour un coût d'environ 39 milliards de francs CFA. 41 ans à la tête d'un organisme qui ne sert à rien. Conseil économique et social. 41 ans. C'est dire si on l'avait oublié là-bas et personne ne s'en occupait. Et c'est tellement même que son ami, le chef de l'État, qui lui a 43 ans de pouvoir, ne se souvenait même plus qu'il existe un organisme qu'on appelle Conseil économique et social. Et l'avait oublié là-bas. Mais ce n'est pas le débat aujourd'hui. Le débat est que vous avez donc un monsieur, allez, de 80 ans, sans la TVA, parce que ces gens-là à l'époque, vous savez, avec les âges. Parce que, Hayang Luc, nous on était gamins, on était bébés, on parlait déjà d'Hayang Luc. Et aujourd'hui, vous m'appelez le vieux. Je suis vieux, mais Hayang Luc n'a que 78 ans. C'est pas possible. Hayang Luc a au moins 85 ans. Au moins. Voilà donc un monsieur de 85 ans qui fait un AVC sévère. Un AVC sévère qui l'entraîne dans le coma. Vous savez, pour plonger dans le coma, lorsque vous faites un AVC, ce n'est pas le petit AVC de truc là. C'est-à-dire que c'est une zone importante du cerveau qui est infarcie, qui n'a pas reçu du sang dans un AVC ischémique, ou alors qui a été inondé par le sang à cause donc de l'effraction d'un vaisseau sanguin, et ce sera un AVC hémorragique. Et souvent même, c'est les AVC hémorragiques qui entraînent ça. Souvent, mais pas toujours. Voilà, donc c'est un AVC sévère. Chez un monsieur de 85 ans qui est dans le coma, peuple camerounais, je pose la question à mes confrères. Comment on évacue un AVC comateux? Évacuer un AVC dans le coma, on l'évacue en Europe pour faire quoi, peuple camerounais? Qui a posé l'indication d'évacuation d'un monsieur de 85 ans qui est dans le coma pour un AVC? C'est pour faire quoi? C'est pour aller faire quoi? Une embolisation d'un vaisseau? Pour aller faire une thrombolyse du vaisseau? En sachant que la thrombolyse, c'est dans les minutes, voire les premières heures, qu'on va devoir déboucher si c'est que le scanner a démontré que c'est un AVC ischémique. Et ça, on ne prend pas l'avion. Prendre l'avion pour aller où? Pour aller où? Si ce n'est pas la sorcellerie, moi je veux qu'on m'explique ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelle médecine? C'est quelle médecine? Et comment se fait-il que après 70 ans d'indépendance, on en est encore à évacuer les malades en Occident? Et pourquoi? Pour des histoires comme un accident vasculaire cérébral. L'accident vasculaire cérébral est une complication cardiovasculaire très fréquente, et notamment dans nos pays, à cause de l'hypertension artérielle, du diabète, de la pauvreté et le manque d'éducation. Parce que sachez qu'aujourd'hui, la pauvreté est le facteur de risque de mortalité le plus élevé, le plus important. La pauvreté. La pauvreté dans tout son sens. Pauvreté matérielle, pauvreté morale, éducative. Donc les malades ne sont pas éduqués à faire des bilans quand ils sont encore en bonne santé. Pour savoir, est-ce que je suis diabétique?
Est-ce que je suis hypertendu? Est-ce que les gens ne le font pas, les gens ne consultent pas? Parce que l'accès aux soins est déjà assez limité. Donc, résultat des courses, vous avez des gens qui traînent avec des hypertensions importantes, mais pas symptomatiques, pendant des années, sans même le savoir, jusqu'au jour où ces personnes font un AVC. L'AVC, d'ailleurs, c'est tellement fréquent que vous avez adopté ce terme-là pour parler de tout ce qui est crise cardiaque. Quelqu'un fait un arrêt cardiaque, vous dit qu'il a fait l'AVC. Comme on a dit à propos du journaliste qui a travaillé à Equinox, qui est décédé dernièrement, Pierre Laverdieu Ombang. Ah, AVC. Alors que, en fait, c'était pas un AVC. Il a fait un arrêt cardiaque. Oui, c'est AVC. Tellement c'est fréquent que vous ne connaissez que cette expression. Donc, c'est dit si, en fait, l'accident vasculaire cérébral est un problème de santé publique dans nos pays et notamment au Cameroun. Si c'est donc un problème de santé publique, donc, Manaouda Malachi, le philosophe qui est devenu un radiologue, vous avez vu ces images là où il regarde une radio, quelqu'un n'a même pas fait, ne serait-ce que l'année préparatoire en médecine. Il vient faire la Fémania en regardant une radio pulmonaire, comme s'il connaît quelque chose là-dedans. Des bandits. Des bandits. Ce ministre. Et lui qui dit qu'il y a les meilleurs hôpitaux au Cameroun, plus qu'en Europe. Comment Manaouda Malachi, on a vu sa correspondance, demande l'évacuation d'un monsieur qui de toutes les façons va d'ailleurs. AVC sévère avec un infarcissement d'une partie importante du cerveau qui rentre le malade dans le coma à 85 ans. Les chances de survie sont extrêmement minimes. Et le voyage aérien dans des conditions de pressurisation pas adéquates pour maintenir une bonne hémodynamique au niveau du cerveau vont encore aggraver la situation. Donc, c'est jeter l'argent du contribuable camerounais. Jeter l'argent. Et il y a donc une double faute ici. Il y a la faute, de l'État qui, 70 ans après, ne s'est pas donné les moyens pour pouvoir soigner les Camerounais sur place. Même les commis d'État, les membres du gouvernement, ne peuvent pas se soigner sur place. 2, le personnel médical. Parce qu'un médecin qui signe une autorisation de voyager en évacuation sanitaire pour un malade comme celui-là commet une faute médicale. Maintenant, on va me dire, les pressions politiques de ceci, cela, on revient à mon débat, qui est que le médecin, c'est un intellectuel. Le médecin, c'est quelqu'un qui doit savoir dire non à une situation, non à une imposture, non à une mauvaise gouvernance. Le médecin doit dire que je ne suis pas d'accord. Le médecin doit pouvoir s'organiser pour gréver, pour exiger des conditions de travail meilleures. Puisque le médecin est le défenseur du malade, le défenseur de la population. Le médecin, c'est le prêtre du malade. Le médecin, c'est, après Dieu, il y a quelqu'un qui l'a dit, après Dieu, c'est le médecin. C'est peut-être exagéré, mais c'est pas loin de ça. Donc, le médecin doit défendre les intérêts du malade, de la population. Et pour défendre les intérêts, c'est exiger des conditions de travail lui permettant de pouvoir bien soigner. Mais il ne le fait pas. À la limite même, il se contente de très peu. Et par cette attitude, il joue le jeu du pouvoir. Il joue le jeu du RDPC.
qui va vous dire que on a un bon bilan, on a des meilleurs hôpitaux. Déjà, la sortie provocatrice de Manaouda Malachi devait entraîner une levée de bouclier du corps médical, qui devrait même descendre dans la rue, à cette occasion-là, marcher, protester, demander même la démission de ce ministre qui se moque des Camerounais. Oui, moi, si tous mes confrères étaient comme moi, Manaouda ne serait plus notre ministre. Oui, on aurait déjà fait des grèves pour qu'on nous enlève ce ministre-là. À un moment donné, c'est le peuple qui doit provoquer des jurisprudences. C'est le peuple qui doit s'approprier son destin. Et dans ce peuple-là, il y a le corps médical. Le corps médical ne joue pas son rôle. Je suis désolé, je vais faire des mécontents dans ma corporation, mais vous me connaissez. Vous me connaissez. J'ai dit que moi, je n'ai qu'un seul sujet ou être adoré. C'est le Cameroun. C'est l'intérêt national. Moi, je n'ai pas de considération autre. Que ce soit ma profession médicale, que ce soit ma famille, mes parents, que ce soit ma tribu, les Sawa, Douala et tout, quand ça ne va pas, je dis que ça ne va pas. Oui, je dis que ça ne va pas. Et ça ne va pas dans la corporation. Nous sommes des planqueurs et des planqués. Nous nous taisons beaucoup. Il faut voir les forats des médecins. On est là à débattre, à discuter comme dans tous les forats où les gens blablatent. Rien de sérieux ou très peu pour faire du Cameroun un endroit où les étrangers viendront non seulement se soigner, mais même se former. Ce n'est pas normal que les Camerounais aillent se former au Niger. Moi, je ne connais pas des Nigériens, des Sénégalais, des Togolais qui viennent faire leur spécialité au Cameroun. Pourquoi? Pourquoi? Donc, Ayan Luc, qui est donc évacué, Ayan Luc était même déjà décédé, ou presque décédé, mais il allait mourir, il allait décéder. Et les médecins qui ont pris en charge ce monsieur-là savaient que c'est le cas. Mais ils ont laissé une mode au Cameroun. Et peut-être dans certains pays africains. Les pays villageois. Où on a des dirigeants villageois. Des dirigeants qui aujourd'hui se font la concurrence. Qui va décéder où? Oui, aujourd'hui, il n'est pas bon de décéder dans un hôpital camerounais, même si on y est hospitalisé. Dès que ça ne va plus, quand on est dans la phase palliative, on sait que, nous on sait, hein, on sait quand ici là, il n'y a plus rien, dis donc, il n'y a plus rien. Bon, c'est la machine qui maintient encore quelques temps et tout, il n'y a plus rien. Dès que la famille du privilégié apprend ça, l'État même, leurs frères, leurs amis entre eux là-bas, ils apprennent ça là. Bam, ils déclenchent l'évacuation. Parce qu'il faut que le certificat de genre de mort, de décès, soit signé par le blanc. Le Camerounais villageois qui mange votre argent, notre argent, il veut d'ailleurs chez le blanc. Que ce soit signé que... Vous voyez comme on s'est souvent vanté les enfants africains camerounais, quand on était jeunes, qui étaient par là nés en France. Quand ils sont là, moi je suis né à Paris, hein. Je suis né à Paris. Et puis ça faisait quand même une différence. Il est né à Paris. Maintenant, la mode c'est que moi, je suis Dai Ambeng. Oui, c'est ça. Et je vous parle déjà de ce phénomène en septembre 2021. En septembre 2021, je suis invité à un grand débat sur RFI, animé par le célébrissime Alain Foka. Le débat africain.
Alain Foucault, à l'époque, il animait donc cette émission hebdomadaire, le débat africain, qui passait tous les dimanches. Et qui passe même toujours, tous les dimanches. Aujourd'hui, c'est animé par quelqu'un d'autre. Et le thème, c'était les évacuations sanitaires. Nous étions donc 4 débatteurs. 2 Sénégalais et 2 Camerounais. Le docteur Moyo du Cameroun et moi et 2 Sénégalais. Et je vais vous faire écouter au moins une partie de cette séquence-là qui est vraiment instructive parce que, et en plus, elle est d'actualité. De toute façon, l'évacuation sanitaire, c'est un débat qui est toujours d'actualité. Nous allons écouter, j'ai un souci avec un de mes téléphones là, donc j'espère que ça va pouvoir passer à partir d'ici. Alain Foucault. 5 milliards de francs CFA par an pour les plus économes, soit 10 millions de dollars. 25 millions de dollars pour les plus dispendieux. Alors que le continent regorge de médecins réputés, diplômés de grandes universités et compétents dans toutes les spécialités, l'Afrique continue près de 60 ans après les indépendances d'évacuer systématiquement ses dirigeants, leurs proches et leurs familles pour se faire soigner à grands frais dans les hôpitaux européens, asiatiques ou américains, même pour les pathologies les plus bénignes, toujours aux frais du contribuable. Au regard du coût de ce tourisme médical des élites, alors que les hôpitaux locaux sont exsangues, se sont transformés en mouroirs, faute d'investissement, faute d'entretien, les médecins, les professionnels de santé et la société civile dénoncent. Faut-il légiférer sur l'évacuation sanitaire des dirigeants africains? Les nations du Nord ne sont-elles pas aussi complices de ce pillage, de ce détournement qui plombe la construction des infrastructures sanitaires sur le continent? C'est le thème du débat africain ce dimanche, avec plusieurs invités à la fois au téléphone, mais également dans ce studio 41 de RFI à Issy-les-Moulineaux. D'abord, le professeur Abdoul Khan, cardiologue, professeur à l'université Cheikh Anta Diop, directeur polyclinique universitaire de Dakar. Bonjour, docteur. Bonjour, M. Foucault. Second invité dans ce studio, docteur Roger Moyou-Mogo, médecin et journaliste à la télévision finalement, mais grand médecin. Bonjour et merci d'être là. Bonjour Alain. Docteur Massamba Diop est lui en direct de Dakar au Sénégal, médecin urgentiste, médecin aérospatial, président de SOS Médecins Sénégal, diplômé de l'Université de médecine de rapatriement Paris 6. Bonjour, docteur Massamba Diop. Bonjour, Monsieur Foucault. Et puis, dans ce studio, le docteur Aimé Boni, cardiologue en France et enseignant à l'Université de médecine de Douala. Bonjour, docteur, et merci d'être là. Bonjour, Monsieur Foucault. Alors, lorsque vous entendez ce qu'on dit, est-ce que vous le vivez? Est-ce que vous vivez toutes ces évacuations sanitaires des dirigeants africains qui arrivent quelquefois même juste pour, on va dire, une petite entorse? Roger Mogo. Moi, je trouve qu'une évacuation sanitaire, aujourd'hui, en 2019, pour des pays d'Afrique francophone, même pour tous les autres pays, qui sont indépendants depuis plusieurs années, depuis plus de 50 ans. Presque 50 ans, 60 ans. Et quelque chose qui m'interroge énormément. Quand je compare simplement par rapport aux certains pays du Maghreb, qui, il y a une trentaine d'années, étaient au même niveau en termes sanitaires que beaucoup de pays subsahariens, et qu'aujourd'hui, ce sont ces pays subsahariens qui évacuent leurs patients dans les pays du Maghreb, et qui même dans certains pays du Maghreb reçoivent des patients qui viennent de l'Occident pour faire des soins. Donc il y a un gros problème. Et pour moi, je comprends pas qu'aujourd'hui encore, avec toutes les universités que les Africains ont en termes de formation, des compétences en ressources humaines, même si elles sont toujours améliorables, les moyens financiers qu'ils disposent, puisque ce n'est pas l'argent qui manque, et puisqu'ils sont capables de payer des soins à l'étranger, qui parfois coûtent beaucoup plus cher que des soins dispensés aux ressortissants de ces pays étrangers où ils envoient leurs patients, et que si on utilise normalement et de manière intelligente ce soin, ces coûts, cet argent, on peut construire et offrir les mêmes qualités de soins. Je vais donner juste un ordre de valeur. Lorsque je regardais les chiffres tout à l'heure, chaque année, les pays francophones d'Afrique dépensent l'équivalent de 7 hôpitaux de référence, équivalent à ceux que l'on a en Europe. Là, je vais me tourner vers le docteur Massamba Diop. Vous qui régulièrement amenez des gens en évacuation ici, est-ce que vous trouvez que c'est justifié encore aujourd'hui que tous ces dirigeants viennent se soigner en Europe? La plupart des chefs d'État, des dirigeants, des ministres ne connaissent même pas les hôpitaux qui sont dans leur ville. D'abord, je pense que les sommes sont probablement plus importantes et que, en fait, un certain nombre de rapatriements ne sont pas quantifiés et ne sont pas comptabilisés. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, j'ai un petit biais
dans la mesure où au Sénégal, on est, je crois, moins impacté par cela. Il y a le Niger et aujourd'hui le Bénin qui se disciplinent aussi dans ce sens. Oui. Voilà. Il est clair que moi, je ne vois pas les patients pas graves. Donc, tous les patients qui ne nécessitent pas d'accompagnement médical, ce sont des patients que nous ne voyons pas. L'autre chose, c'est que ce que nous voyons, c'est que nous faisons quand même plus de la moitié des rapatriements sont des rapatriements régionaux, c'est-à-dire des autres pays africains. Je vous donne un exemple. Hier, on a ramené du Cap-Vert, avant-hier, on a ramené de Guinée, avant-hier, de Mauritanie. Donc, ça veut bien dire que on ramène des pays avoisinants vers le Sénégal. Donc, c'est pour ça que, pour moi, il y a déjà un biais pour vous dire les choses, et que d'autre part, lorsque on a des patients, quand on nous demande au nom du gouvernement des rapatriements, chaque fois, je ne dirais pas avec qui, mais il y a une discussion qui est faite avec quelqu'un qui en a la responsabilité. Enfin, un grand Manitou qui décide, en gros, qui va partir, qui ne va pas partir. C'est un médecin. C'est un médecin, exactement. Et qui ensuite étudie le cas et définit est-ce que ce patient-là doit ou non partir. Nous, c'est ce qu'on voit, mais pour des patients graves. C'est clair, hein, je ne peux pas parler d'une part des gens qui vont partir éventuellement et qui auront une enveloppe en direct et qui seront rapatriés justement. Oui, puisqu'il y en a quelques-uns à qui on leur donne leur enveloppe en partant du pays, qui quelquefois ne vont même pas à l'hôpital. Parce que c'est pas leur patrie, c'est pas vers leur patrie. Non. Donc c'est même pas le bon terme, qui sont évacués. Et donc c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué. Pour ce qui nous concerne, c'est évident qu'il y en a. Mais en tout cas, moi j'avoue que le Sénégal est peut-être un tout petit peu privilégié à cause de globalement son plateau technique. Pour aller dans le sens de ce que je dis, ma famille et moi-même, nous nous sommes fait opérer à 4 reprises sur 5 au Sénégal. Je peux vous dire qu'il y en a pas mal dans d'autres pays qui sont évacués pour une appendicite. Est-ce que j'exagère quand je dis ça, docteur Cameroun ne peut pas prétendre avoir ce genre de niveau non, absolument de, pas, de absolument soins. pas. Les gens sont évacués pour tout et n'importe quoi, parce qu'aujourd'hui, il est bien de savoir et de dire à son entourage qu'on se soigne en Europe, on a son médecin traitant en Occident, et en sachant que parfois... Ça fait bien, quoi. En gros, pour eux, ça fait bien. Ça fait bien, parce que d'ailleurs, parfois, on voit des gens arriver ici, ils ont du mal à voir des spécialistes, ils finissent par se contenter d'un médecin généraliste, alors que ils auraient vu des spécialistes dans... Mais dans les pays d'Afrique centrale notamment, le net, c'est d'aller à l'hôpital américain à Paris. Alors, avant d'y arriver, je voulais vous dire il y a un phénomène qui se développe en Afrique et au Cameroun, c'est ce qu'on pourrait appeler le syndrome du décès hexagonal. Parce qu'on connaît, et ça, je peux vous assurer que j'ai des données très fiables là-dessus, des gens qui sont des hauts dignitaires, hein, des pays, qui sont en fin de vie dans nos hôpitaux, et c'est clair qu'ils vont mourir, mais il faut surtout pas que l'acte de décès soit signé au Cameroun. Ah, carrément. Ah ben oui, carrément. On va les rapatrier vers l'Europe. Il faut qu'ils meurent dans un hôpital européen et que l'acte de décès soit signé par un hôpital... Mais qui donne l'autorisation de les évacuer? Ça vient de qui? Ah ben parfois on vous dit que l'ordre vient de très haut. C'est-à-dire du président de la République, carrément? Enfin, je ne serais pas jusqu'à dire que du président de la République. Vous savez que aujourd'hui, tout le monde qui prétendrait avoir l'oreille ou la porte d'entrée de la présidente de la République et du président, vous dirait sur haute instruction du président de la République. C'est un terme donc très finalement, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Mais effectivement, c'est un phénomène qui est devenu assez prégnant dans notre société. Donc les gens doivent mourir en Occident, absolument. On a vu aussi, vous savez, il y a eu cet événement qui a quand même fait du buzz au Cameroun, l'ancien ministre de la Santé, qui a quand même soigné sa main en Suisse. Sa main? Oui, sa main. Il avait un petit problème, peut-être de tendinite de la main gauche. Il a soigné. Alors, là, on va arrêter cette séquence-là à ce niveau. Et vous avez entendu, nous sommes en septembre 2019. Je dis sur le plateau de RFI, j'explique que il y a un phénomène qui prospère au Cameroun et certainement dans beaucoup de pays africains. Ce que j'appelais le syndrome du décès hexagonal. En 2019, je vous parle déjà du syndrome du décès hexagonal.
C'est ce que Ayan Luc a appliqué. Et il n'est pas le seul. Il faut avoir un certificat de décès signé par un blanc. Dans un hôpital de blanc. C'est ça l'Africain. C'est ça le terme que j'aime bien utiliser, le blackos. Le nez. G-R-E. Oui, nous sommes des N-E-G-R-E très villageois. Donc, c'est des personnes censées être des exemples, censées être des gens instruits, des gens qui nous guident, se comportent comme des villageois qui sont. Ayan Luc était déjà décédé, mais son certificat genre de mort doit être signé par le blanc. Donc, on va donner l'ordre pour l'évacuer. On évacue un cadavre. Peuple camerounais. Toi qui me regardes, toi qui vivote sans avoir l'assurance d'avoir un traitement adéquat si t'arrive quelque chose de sérieux en termes de santé. Parce que dans tous les hôpitaux du Cameroun, il y a rarement de l'équipement, du matériel, de la compétence pour soigner les cas complexes. Et c'est pour ça que vous voyez que parfois, vous avez même une petite chose. On doit vous opérer. On vous opère. Mais après, les complications surviennent. Et vous finissez par partir. Chacun de nous a perdu un parent, une connaissance dont le décès était évitable. Le taux de décès évitable, est l'un des plus élevés au Cameroun. Ou du moins, le taux de décès évitable au Cameroun est l'un des plus élevés dans le monde. C'est-à-dire que vous avez une entorse du doigt, une petite fracture, vous entrez à l'hôpital, on vous opère, mais après on apprend que vous êtes mort. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Il n'y a pas d'équipement. Parfois, le médecin opère, il y a coupure d'électricité. Quand il y a même électricité, il n'y a pas de système d'aération. Il n'y a pas de système de climatisation. Le médecin opère dans la chaleur. Il va transpirer et les gouttes de sa transpiration tombent dans le champ opératoire. Peuple camerounais, c'est ça la réalité de votre pays, de notre pays. Donc quand je vous fais souvent certaines émissions, certaines vidéos où je me montre dans des conditions de travail, ce n'est pas pour me vanter. Comme me l'a dit un de mes amis, avec qui je joue au foot les dimanches, dans notre association là-bas, qui m'appréciait, félicitait pour tout ce que je fais. Mais il dit, mais pauvre quand même, bon, là, ta vidéo là où tu montrais le truc, c'est pas bien, bon, il essaie d'habiller pour me dire que, bon, je me vante et que voilà, et j'ai compris que il y a peut-être une clarification à faire. Et cette vidéo-là contenait ces images aussi. L'image, c'est que vous voyez. Bon, les amis de TikTok ne vont peut-être pas voir cette image parce que il faut que vous m'appreniez, les TikTokers, il faut que vous m'appreniez vraiment à utiliser TikTok, à pouvoir passer les images parce que je ne sais pas le faire. Pour être honnête avec vous, je ne sais pas le faire. Pourtant, j'aimerais bien vous partager des vidéos. Alors, donc, cette image-ci là, qui est donc mon bloc opératoire à l'hôpital, dans un hôpital français. J'ai fait une vidéo où je montrais des images dont celle-ci. Les gens ont dit que non, je ne fais pas ça
pour mousser, j'ai pas besoin de venir sur les réseaux sociaux pour montrer que non. Je viens sur les réseaux sociaux avec ce genre de vidéos pour sensibiliser la jeunesse camerounaise. Pour dire à la jeunesse camerounaise que vous pouvez avoir ce genre de conditions. Ce malade-ci, ça pourrait être un Camerounais, parce que ici on soigne tout le monde. Ça pourrait être un Africain. Et d'ailleurs, à Yann-Luc et tous les autres, les Clément Tangana, c'est dans ces conditions-ci qu'ils sont soignés quand ils sont en Europe. Dans ces conditions. Il n'y a pas autre chose, c'est dans ces conditions qu'ils sont soignés. Mais une fois rentrés au pays, ils vous font le mauvais cœur. Ils ne mettent pas à votre disposition ce genre de conditions. Or, Dieu sait que nous sommes nombreux, les Camerounais. Nombreux dans la diaspora, de manière générale, qui travaillent dans ces conditions et qui travailleraient dans ces conditions au Cameroun, même avec des salaires inférieurs. On le ferait. Mais vous n'avez pas ça. Parce que vous n'exigez pas ça. Parce que le corps médical n'exige pas ça. Oui, le corps médical camerounais est silencieux. Certains ont été formés dans ces conditions. Ils sont rentrés au Cameroun et ils se contentent de travailler dans des conditions exécrables. Vous voyez les murs, c'est crasseux. Vous voyez le sol, c'est crasseux. Vous voyez la table opératoire. Mais vous demandez mais on est où? Vous voyez la luminosité. Vous voyez l'exiguïté des salles. Et comme je vous ai dit, la chaleur, ça goûte. Parfois, mais il y a trop peu d'électricité. Les gens finissent les opérations avec des torches. Quand le médecin a fini de travailler comme ça, vous pensez qu'il sort de là? Il va voir son directeur de l'hôpital et dit que bon, là c'est bon, là c'est bon. Je n'opère plus. Non. Non. En cela, je dis, c'est pas normal. Je vous ai fait aujourd'hui une vidéo que vous avez vue, mais je vous la remontre parce que c'est pas tout le monde qui est sur ma page qui regarde les trucs. Je vous montre une opération faite aujourd'hui. Dans quelles conditions? Dans quel cadre? J'ai fait ça. Et après on va dire, oh, tu es exécrable, tu es machin. Oui. Je le suis parce que je ne suis pas habitué à travailler dans la merde. Et il n'y a pas de raison que mon pays soit un pays de merde. Comme a dit Donald Trump. Donald Trump a dit que les pays là, un pays de merde. Et tout. Et c'est vrai que nous sommes des pays de merde. Il faut l'accepter. On mousse pour rien, on n'est rien. Regardez dans quelles conditions les avocats et les juges plaident. Regardez les tribunaux camerounais. Regardez dans quel état les parloirs sont. Regardez. Regardez dans quelles conditions donc les médecins travaillent. Et ils se contentent de ça. Non, je ne suis pas d'accord avec ma corporation à ce niveau. Et c'est pour ça que je vous montre souvent ce genre de vidéos. Le 16 sur votre nombre de lettres. Voilà, il est 16h. Je vais finir bientôt. Un prescripteur mis un patient. Là, il est désormais on est quel jour aujourd'hui? Le 16. Le 16. Le 16 sur votre nombre de lettres. Voilà, il est 16h. 16h, il s'appelle je viens de finir un bloc opératoire, vous avez le spécial en patient. Il y a une barre cardiaque importante jusqu'à 50 minutes. On vient de la double chambre, on va mettre la double chambre. Voilà, je mets ça, et puis après, je repars au combat. Le vrai combat. Le combat plus indépendant du Cameroun. Pourquoi on est au Cameroun des blocs comme c'est regardez. Ça, c'est un bloc. Je travaille en France dans les conditions que je mets au Cameroun. C'est quelle est la maintenant, je vais vous faire je vais vous parler de l'unité des campagnes. Et l'unité des campagnes, comme je le disais, oui, c'est la France, c'est ce que je vous parle. Les gens qui passent le temps de là-haut, va travailler haut, ils travaillent encore haut,
patients pour les patients refusent. Moi, je travaille dans des conditions idéales. Il y a personne comme Cameroun, je suis désolé. Il y a personne comme Cameroun, oui. Là, sur bloc. J'arrive, tout est déjà préparé. Je vais finir avec des gens ici, avec des gens de nous, voilà, qui étaient un peu, voilà, et tout. Il avait été, je l'ai opéré après un mois, mais il bougeait pendant la température, il bougeait possible de bébé. On leur a proposé une anesthésie générale. L'anesthésie générale. Donc tout était, l'anesthésie était prêt. Les infirmiers étaient bloqués, étaient pour. Je suis juste arrivé, après vous avoir fait un live ce matin, je suis juste arrivé, tant de gens, tant de tant, je fais, je suis fini. Ouais, voilà, il est parti. Il est parti. La phase de vie. Vous allez faire ça. Là, tout le monde est parti. Ok? Il y a une autre opération tout à l'heure, avec un autre collègue, moi, je retourne maintenant au Kagame pour soigner votre malade. Voilà. Vous êtes là, vous faites c'est des malades de racisme, vous avez fait des groupes pour les faux qu'on appelle des racistes. Vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas faire ça. Ok? Alors, ça c'est donc la vidéo d'aujourd'hui, de mon bloc opérateur d'aujourd'hui. Et vous voyez que quand je fais ça, j'ai toujours une note politique dans ces vidéos-là de santé, où je dis qu'on peut avoir ça. On doit avoir ça. Vous devez exiger ça. Peuple camerounais, vous devez exiger ça de vos gouvernants et même de vos médecins. Et médecins, chers collègues, ne vous contentez pas de travailler dans ces conditions. Ne vous contentez pas. Vous-même, vous savez que à travailler dans ces conditions qu'il y a au Cameroun là, votre compétence baisse, diminue. Oui, ça c'est la réalité. Un médecin est un forgeron. Un forgeron qui ne forge pas ou qui ne forge pas dans des bonnes conditions finit par être un mauvais forgeron. Un médecin qui travaille dans des conditions qu'on consomme au Cameroun, dans tous ces hôpitaux de district, de machin truc, même des hôpitaux de référence dans lesquels il manque souvent pas mal de choses. Le médecin qui travaille dans ces conditions-là, il va finir par être dans la routine à faire le minimum. Voilà, mais si on le met dans un autre environnement, il va être perdu. Et je le dis, j'en sais quelque chose. Je suis rentré au Cameroun en 2002. J'ai travaillé au Cameroun de 2002 à 2006. Venant de France, de Paris, ayant une formation d'un certain niveau quand même, notamment dans plusieurs hôpitaux parisiens, dont la Pitié-Salpêtrière. Je rentre au Cameroun, bon, vous faites le minimum. La cardiologie là-bas, c'est le basique, c'est soigner l'hypertension artérielle, faire une petite échographie pour le patient qui est un peu essoufflé, tu découvres une cardiomyopathie dilatée, donc un cœur qui est gros et qui se contracte à peine. That's it. Tu as fait ça demain, cardiomyopathie dilatée. Tu commences à donner les petits médicaments qui ne servent parfois même à rien. Oh, tu n'as pas l'étiologie de la dilatation du cœur. Il y a plusieurs causes de dilatation des cavités cardiaques et de baisse de la force contractile du muscle cardiaque. Il y a plusieurs causes. Il faut faire le diagnostic étiologique. Au Cameroun, je suis désolé, jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de médecins et même des cardiologues se contentent de faire électrocardiogramme, échographie cardiaque, voir un peu parce qu'ils ont ça, mesure ambulatoire de pression artérielle, Holter ECG, et that's it. L'accès à des choses beaucoup plus complexes, mais ça existe, mais c'est tellement, c'est pas rentré dans le quotidien. Faire une scintigraphie myocardique, faire un coroscanner, faire une IRM cardiaque, faire une coronarographie, faire un bilan génétique, faire des tas de choses. Non, ça n'existe pas. Alors, si tu ne le fais pas, tu n'as pas pris l'habitude, mais tu finiras par ne même pas savoir le faire. Et donc, te contenter de faire ce qu'on appelle la cosmétique.
Mais comment on va dire que 5 ans, 10 ans après, que tu es cardiologue, ou que tu es gastro-entérologue, ou que tu es neurologue, en faisant juste le b.a.-ba qui relève même aujourd'hui du travail du médecin généraliste, voire même des infirmiers. Parce qu'en Occident aujourd'hui, on passe déjà à ce qu'on appelle le transfert de compétences. Il y a des tâches, même des tâches interventionnelles, qu'on délègue déjà aux infirmiers. Dans des hôpitaux d'un certain niveau, ici en Europe, mais l'infirmier, tu ne touches pas l'infirmier. L'infirmier va me connaître plus que le médecin africain qui travaille dans nos conditions-là. L'infirmier ici, là, va avoir plus de compétences que le médecin, parce qu'il travaille dans un environnement où il y a des choses. Et il peut avoir ça chez nous, mais nous n'exigeons pas. Nous sommes même parfois des conseillers, des ministres et tout, mais nous ne portons pas la parole qui fera que l'offre de soins au Cameroun va opérer un bon qualitatif. Et ça, c'est un problème. Et ça arrange qui? Ça arrange le gouvernement, ça arrange Paul Biya, ça arrange le bilan de Paul Biya. Vous avez donc ma corporation qui participe au statu quo, qui participe à la confiscation de pouvoir. Parce que ces gens-là, il y a quand même des gens qui les votent. Hein. Il y a quand même des Camerounais qui ont l'extraordinaire intelligence de voter Paul Biya. Oui. C'est vrai qu'il y a beaucoup de bourrages d'urnes qui volent beaucoup. Mais il y a quand même aussi des Camerounais qui votent. Comment un Camerounais normal peut voter Chantal Biyangongo avec le bilan que nous avons là? Comment un Camerounais normalement constitué? À moins qu'il ne soit tribalisme même. Le tribalisme même doit être intelligent. Le tribaliste doit être intelligent. Le tribaliste, c'est quelqu'un qui doit penser d'abord à lui, avant même sa tribu. Et il y a des gens qui croient naïvement que... Non, j'ai entendu le ministre dire que nos hôpitaux sont meilleurs qu'en Occident. Mais si nos hôpitaux sont meilleurs qu'en Occident, donc Paul Biya travaille bien. Et il va aller voter Paul Biya. Mais la faute, c'est aux médecins. Parce que les médecins devaient se lever, devaient marcher, devaient gréver, devaient exiger la démission de Manaouda Malachi. Mais Manaouda Malachi n'a pas fait ça à dessein. Il fait ça parce que là en haut, soit on lui a dit de dire ça, soit on aime qu'il dise ça, ou alors même les deux. Comme ça, il garde son poste. Qui subit? C'est le médecin, non? Qui n'a pas les conditions de travail. Allez, quoi? Non. Donc, en fait, je disais que le médecin, c'est un acteur de la société. C'est un acteur politique. Il doit prendre ses responsabilités. Je tiens à rappeler à tous les Camerounais que l'un des héros de la lutte d'indépendance du Cameroun, M. Félix Roland Moumié, était docteur, c'était un médecin. Le docteur Moumié, c'était un médecin et un homme politique. Des hommes politiques, médecins, on en connaît. Ce n'est pas la corporation la plus représentée en politique, mais il y a des médecins qui sont politiciens. La preuve, un candidat à la candidature à l'élection présidentielle du Cameroun, le professeur Jean Baïbek, il est médecin, mais il est homme politique. En France, on connaît des hommes politiques qui ont été ministres et tout, médecins. Kouchner, c'est un médecin. Douste Blasi, médecin. Cahuzac, le bandit, médecin. Il y en a. Donc, nous, les médecins, nous devons aussi nous engager dans la vie politique. Ne serait-ce qu'en tant qu'éclaireur, lanceur d'alerte, ou encore en tant qu'acteur politique, dans le sens classique du terme. Nous devons le faire. Nous ne le faisons pas trop. Nous sommes assez effacés. Et à force de s'effacer, on finit par être effacé. Voilà. Donc, voilà un peu
un live qui était vraiment médical, qui ne doit pas trop s'étaler, où j'attirais l'attention de la confrérie, que là nous sommes à une élection présidentielle. Et le Cameroun va mal. Le bilan n'est pas bon. Paul Biya a perdu l'élection. Et d'ailleurs, ça ne peut pas être autrement. Ce serait grave, honteux, si Paul Biya la régulière gagne l'élection. Ça veut dire que les Camerounais estiment qu'ils n'ont pas encore suffisamment souffert. Or, nous avons souffert, nous avons trop souffert. Et nous devons passer à autre chose. Et il a perdu. Et on a une jeunesse qui est en train de se lever pour dire non à ça. Mais qu'est-ce que les médecins attendent? Les avocats, on a vu des avocats et dont le bâtonnier faire une sortie. Mais c'est un peu dans son rôle. On va dire que l'ordre des médecins est un peu plus technique, plus apolitique. Voilà. Mais les médecins, de manière personnelle, individuelle, doivent pouvoir se manifester. Et on a d'ailleurs, il y a les syndicats des médecins, il y a plusieurs types de syndicats. Les gens doivent poser des actes qui démontrent qu'ils ne sont pas contents de ce système. Et c'est comme ça que ce système va partir, parce que c'est la conjonction, le concours de plusieurs forces de contestation, parmi lesquelles la corporation médicale. Puisque nous avons tout intérêt à ce que ça change. Si Manaouda Malachi reste ministre là, vous pensez que qu'est-ce qui va changer en bien? Rien. Au contraire. Si Ngongo continue à nous diriger, qu'est-ce qui va changer en bien? Rien. Et quel est ce médecin qui ne veut pas travailler dans de meilleures conditions? Qui ne veut plus avoir pour patron nos collègues de l'Afrique de l'Ouest? Donc prenons nos responsabilités. Engageons-nous. Cessons d'être juste dans des dénonciations sur les réseaux sociaux, sur les groupes WhatsApp. Non, c'est sur le terrain que ça se joue. C'est sur le terrain. Dégager une dictature de 43 ans, ça se joue au sol, sur le terrain. Les prêtres ont pris position. Oui, les prêtres ont pris position. La corporation des avocats a donc pris position. Certains chefs traditionnels ont pris position. Certains en faveur des affamés et beaucoup en défaveur. Oui, la corporation doit prendre position, la corporation médicale doit prendre position. Oui, nous devons prendre position. Nous voulons que ça change. Voilà. Ok. Ça, c'est ce que je voulais vous dire à propos Bonsoir, professeur de Marois. Je viens d'arriver tout de suite à Garoua et je suis à Maroiré, je ne sais pas trop. Il est tard, je prends la température ce matin, Inch'Allah. Sinon, la gendarmerie et la police sont visibles. Ça et la bonne nuit. René Ona. Ah, je ne savais pas que René Ona. C'est René Ona qui est décédé, non? Qui était justement un homme politique. Non, parce que non, le René Ona, je ne sais pas sûr qu'il était médecin, mais bon, je ne sais pas, René Ona. Je sais qu'il y a un René Ona qui était à la présidence de la République, je pense qu'il est décédé. Merci de nous sensibiliser, merci. Syndrome du... Ouais, Gérard Abba dit que le syndrome du décès hexagonal, l'expression est à sa place et fait réfléchir. Ben oui, vous voyez. Et c'est pas que j'avais préparé ça, hein. Vous savez, c'est un peu comme ça là, bon, à force de communiquer, bon, et puis quand on communique, on réfléchit pendant que les autres sont en train de parler, disent des choses et tout, et ça me vient comme ça spontanément, l'expression, le syndrome du décès hexagonal, mais à partir d'un fait que je palpais déjà, que je voyais, mais après il faut trouver toujours des mots
pour mettre dans une expression, dans une situation, dans un phénomène. Donc là, directement, j'ai dit syndrome du décès hexagonal. Oui, il faut décéder en Occident, chez le blanc. C'est un peu ça. Maximine Mouna. Professeur Boni faisait déjà des dénonciations à l'époque. Waouh! Bah oui, vous savez, le problème c'est que vous savez que la jeunesse d'aujourd'hui, vous pensez que le monde a commencé aujourd'hui. Le monde tout a commencé aujourd'hui, même le football a commencé aujourd'hui. Mais non, nous sommes les vieux de la vieille. Hein. Moi, je suis né combattant. Je suis né combattant. C'est-à-dire que dans le ventre de ma mère, même moi, je combattais déjà. Dès que je suis sorti là, personne ne pleurait plus que moi. À la maison et dans toute la grande famille, on me connaissait. Avec les pleurs, bon, les pleurs de contestation. Moi, c'est comme ça. C'est pour ça que quand je vois les gens venir souvent me titiller là, je ris, hein. Je ris. Je vous ai dit que moi, si vous voulez descendre, on descend. Si vous voulez élever le débat, on élève le débat. Je suis tout terrain, toutologue. C'est ça qui est ça. Donc, ne venez pas là que vous allez me souffler. Après, je vois les gens, ils pleurent là. Oh, un professeur ne parle pas comme ça. Oh, tu insultes beaucoup. Mais, donc vous pensez que, parce que l'école m'a même fouetté dans le grand froid de Russie et dans l'adversité française et consort, le m'a fouetté et tout ça là. Maintenant, parce que je suis là, vous dites que docteur, un professeur ne parle pas comme ça là, vous allez venir me manquer de respect, me balancer à gauche, à droite et tout ça, et que je vais me comporter. Je vais me comporter. Bouf! Que vous êtes déjà né, moi, je me comporte. Avec qui? Avec les sauvageons. Quelqu'un qui est sauvage, il faut le traiter comme un sauvage. C'est ça qui est la vérité. Donc vous voyez mon expression là, dès que quelqu'un vient, je dis idiot. Quand il ne veut même pas te bloquer, il veut que tu écoutes, tu lises que tu es appelé idiot. Parce que tu es idiot. Il faut être un idiot pour venir parler n'importe comment. À un aîné. Deux, à quelqu'un qui a quand même, ben voilà, un petit vécu. Je connais quand même un peu. Surtout, je peux avoir un avis. Un avis qui n'est pas idiot. Tu viens commencer, tu vois les gens, quelqu'un n'a pas encore mangé. Le BPC l'a même fouetté et tout. Maintenant, il est devenu intellectuel sur Facebook. Il vient me parler n'importe comment. Ha. Ça a commencé comment? Non, non, je te mets à ta place. C'est ça qui est ça. Hein? C'est pas autrement. Bon. Ok. Une raison simple pour laquelle les gens ne Une raison simple pour laquelle les gens ne discutent pas sérieusement et que personne ne se démarque au Cameroun. Le pouvoir réussit à émasculer tout le monde. Ok. Allez, chers amis, merci bien, merci à tout le monde. Je vous dis à très vite, très vite. Demain, on va essayer de parler d'autres choses. On va revenir vraiment dans le cœur du sujet de combat qui nous mène. Bon, celui-ci aussi, c'est dans ça, hein, parce qu'il fallait quand même que j'interpelle mes confrères. Que j'interpelle mes confrères qui bougent. On doit tous être dans le combat. On doit tous être dans le combat. Donc, demain, je vais peut-être vous faire... j'ai une vidéo qui est déjà prête, que je vais balancer demain matin. Et puis, on va quand même avoir un... enfin, je vais voir si je peux faire un direct demain. Mais c'est un peu compliqué. Il faut aussi soigner les malades, malheureusement. Allez. À très vite. À très vite tout le monde. Bye bye.